14-18, nouvelle défaite de l'équipe de France de rugby face à l'Angleterre. Cette fois, le 15 tricolore a perdu tout espoir de remporter le tournoi des 5 nations comme l'an dernier. Une semaine après le meurtre de Yann Pia, l'enquête progresse. Le député du Var a, semble-t-il, été victime d'un véritable guet-apens organisé par plusieurs personnes. Nouveaux attentats à Alger, le directeur de l'école des Beaux-Arts assassiné, un journaliste de la télévision grièvement blessé. Au total, la violence politique en Algérie a fait 3700 morts depuis 2 ans. À la demande expresse de la France, l'ONU se préoccupe de la vie quotidienne des habitants de Sarajevo. Une mission va être envoyée sur place pour accélérer la remise en marche des services publics. En France, polémique autour d'une émission de conseils sexuels destinée aux ados, diffusée par Fun Radio et jugée trop hard par le CSA qui menace de couper l'antenne. Madame, Monsieur, bonsoir. Y aurait-il comme une malédiction de la rose? L'équipe de France de rugby a été battue sur son terrain au parc, 18 points à 14 cet après-midi par l'équipe d'Angleterre. C'est la 7e défaite consécutive face aux Anglais depuis 88. C'est une nouvelle fois piqué à cette épine. Le 15 de tricolore a perdu toute chance de conserver son titre européen conquis l'an dernier. Patrice Romden. Petite leçon de calcul. 1, 2 et 3. Allez, on souffle parce que c'est la mi-temps. Ça repart. 4, 5 pénalités. Ajoutez-y ce drop. 6 x 3, 18 points dans l'escarcelle de Rob Andrew et de l'Angleterre qui forge son succès. 18-14 sur le coup de patte de son seul botteur et donc sur les fautes françaises sanctionnées par l'arbitre. Regardez ce bras bleu qui empêche le ballon de sortir pour les Anglais. Regardez ses jambes qui bloquent la balle. Pourtant, les Français dominent et inscrivent le seul essai de la rencontre. Feinte de Galtier qui opte pour le côté fermé et sert Benazi. Mais pour un éclair de réalisme, combien d'échecs dus à la précipitation? Il est vrai que la France n'a jamais mené à la marque. Nous voulons un peu trop marquer, trop rapidement. Je crois qu'au niveau international, il faut savoir prendre le temps, s'approcher des buts, construire de manière à perturber l'adversaire, à essayer de l'amener dans un coin, de l'amener dans un autre. On veut toujours trop marquer rapidement. Bon, mais c'est dommage, c'est le sport, il faut faire avec. Dommage en effet, car si l'opportunisme est anglais, les rares percées, le beau jeu s'expriment dans le camp français. Dommage, les 3 points de cette pénalité, 30 mètres face au poteau, à côté. Dommage, les 2 points de la transformation, l'espoir s'écroule avec le ballon. Joué, dit monsieur l'arbitre, quoi, qu'est-ce, faisons les comptes, 3 plus 2, 5 points. Si la France les avait inscrits, elle gagnait la rencontre, mais avec des si. La bourse de Paris était exceptionnellement ouverte cet après-midi pour permettre aux invités d'une banque de spéculer en direct sur le score de ce match afin de s'initier au passage aux joies du marché à options. Reportage Pascal Doucet-Bon, Dominique Bonnet. Alors que le coup d'envoi vient d'être donné et que le ballon est français. Et oui, le ballon est français sur la récupération. Il fallait être un peu de vin cet après-midi à la Bourse de Paris pour être sûr de ne pas laisser sa veste dans ce Rugby Options Market, en anglais dans le texte. Il fallait surtout ne pas être trop supporter de l'équipe de France et donc ne pas hésiter à spéculer sur sa défaite. Regardez, 43e minute de jeu, Rory Underwood inscrit la 2e pénalité anglaise. L'indice des anticipations, qui était légèrement favorable à la France, perd instantanément 2 points. Les joueurs réagissent au quart de seconde et les sentiments cocardiers n'ont pas grand-chose à y voir. Et finalement, le rugby non plus n'a pas grand-chose à y voir. En fait, les meilleurs joueurs ne sont pas forcément amateurs de ballon ovale. Aujourd'hui, il valait mieux connaître le rugby ou le marché? Je crois qu'il valait mieux connaître le marché pour avoir les bons réflexes sur le marché. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des marchés fictifs à la bourse. Il y a déjà eu des football markets aux États-Unis, des sumo markets au Japon. Pour la pétanque, on verra peut-être plus tard. Nouveau développement dans l'enquête sur l'assassinat du député du Var, Yann Pia, qui a, semble-t-il, été victime d'un véritable guet-apens soigneusement préparé par plusieurs personnes. Les enquêteurs recherchent activement les commanditaires de ce crime sur la base de documents retrouvés chez la victime. Tout de suite le point avec nos envoyés spéciaux Agnès Varamian, Raymond Chaplard. Sur la route sinueuse du Mont des Oiseaux, Yann Pia est tombé dans un piège. L'enquête doit déterminer maintenant si des complices ont aidé les 2 tueurs à exécuter leur contrat. Reprenons le scénario. Il faut entre 10 et 15 minutes pour aller du restaurant des 2 assassins présumés à la maison de Yann Pia. Or, les suspects Pericolo et Labadie affirment ne pas s'être absentés du restaurant ou quelques minutes seulement. Si les délais étaient serrés,
Les deux tueurs ont-ils été prévenus par téléphone que Yann Pia quittait sa permanence? Mais de toute façon, lorsque la moto arrive derrière la Clio, tout est fini. Les deux tueurs attendent que la voiture ralentisse dans ce virage et c'est les premiers coups de feu tirés. Yann Pia est touché. Son chauffeur est blessé peu après par un tir de côté. Dernier coup fatal quand le tueur se retourne et que la balle traverse le pare-brise. Surgit alors l'imprévu. La moto heurte le talus, les deux hommes chutent, le carter de la Yamaha est endommagé. Mais avant d'abandonner la moto, les tueurs se sont débarrassés de leur casque. Grâce à des complices en voiture, rien dans l'enquête ne permet de l'établir. En panne, les deux hommes ont-ils téléphoné pour qu'on vienne les chercher? Selon les enquêteurs, impossible de le dire encore. Seule certitude, un témoin a vu les deux hommes près de ce passage à niveau et il a pu les identifier. Des alibis réfutables, un témoin formel. Dans une semaine, les enquêteurs sauront si le cheveu retrouvé dans un casque de moto près des lieux du crime appartient, oui ou non, à l'Abadi. Concernant le mobile, toutes les personnalités qui ont eu un contact avec Yann Pia seront interrogées. De nouvelles auditions de personnalités politiques locales et nationales sont attendues, sinon parce qu'elles ont un lien avec la mort de Yann Pia, sinon pour préciser leur relation avec le député sur fond d'affaires, d'affairisme et de milieu. Précisément pour certains, Yann Pia est peut-être morte d'avoir tout simplement envisagé de se présenter à la mairie de Hyères avec, semble-t-il, toute chance de succès. Depuis le vote des lois de décentralisation, les maires ont entre leurs mains un pouvoir tout à fait considérable, attribuer les permis de construire et modifier éventuellement les plans d'occupation des sols. Pouvoir encore plus redoutable dans le sud de la France. Alors faut-il revoir les attributions des élus? En tout cas, le débat est relancé. Reportage Valérie Hermite, Didier Beaumont. Un centre de thalassothérapie les pieds dans l'eau, c'était le projet de la mairie de Nice il y a 10 ans. Un terrain inconstructible jusqu'à ce que la mairie en décide autrement. Un projet qui sera finalement stoppé par la loi littorale qui interdit de construire jusqu'à 100 mètres des côtes. Cet avocat spécialisé en urbanisme fait partie de ceux qui jugent les pouvoirs des maires bien trop importants. Aujourd'hui, on peut tout à fait légalement prendre un terrain inconstructible, valeur 40 000 francs, le transformer en terrain en zone urbaine, constructible, valeur 3 millions de francs. Alors les maires ont sur ce type d'opération dans le cadre des postes des pouvoirs qui sont considérables et vous imaginez les masses d'argent qui sont ainsi créées et générées sur l'ensemble de la France et les pressions auxquelles ils sont soumis par conséquence. Depuis 1983, la loi de décentralisation permet aux maires de réviser leur plan d'occupation des sols et de délivrer les permis de construire. Logique, pour la plupart d'entre eux, c'est aux communes de décider de leur cadre de vie, d'autant que l'État surveille toujours. Si un maire fait des bêtises, il est contrôlé et la préfecture, les services de l'équipement ont 2 mois pour donner leur avis. Par conséquent, c'est un faux débat. À mon avis, c'est un faux débat. L'État a gardé le contrôle de la légalité des actes d'urbanisme, mais il n'a plus le droit de juger de l'opportunité d'un projet. Et en cas de litige, les délais de la justice sont souvent trop longs. Moi, je préconise que l'État reprenne toute compétence dans le domaine de l'urbanisme et que cela se fasse en concertation avec les conseils municipaux, l'État pouvant servir en quelque sorte de garde-fou. Faut-il revenir sur une décentralisation décidée il y a 10 ans? Les avis sont plus que partagés. Mais le débat, depuis l'assassinat d'un député, est brusquement relancé. Un mois après la grève et les violentes manifestations des marins-pêcheurs, le Premier ministre a installé ce matin à Matignon le comité dit de suivi des pêches. Les représentants des professionnels de la mer ont exprimé en sortant une prudente satisfaction. Pascal Golomer. Les pêcheurs sont venus à Matignon pour un baptême, le baptême de la commission de suivi qu'avait promis Édouard Balladur en pleine crise en février. Une commission qui se réunira une fois par mois pour évoquer tous les problèmes du secteur et évaluer les mesures à prendre. Car 15 jours après la fin de la grève, les problèmes sont toujours là, des problèmes qu'on a tenté de cerner ce matin. 2 heures de dialogue et des pêcheurs plutôt satisfaits. Lorsqu'on est content, on n'a pas de raison de ne pas le dire. Et j'ai dit ce matin, dans le plan que nous appelons le plan PH2, c'est-à-dire le plan obtenu le 2 et le 4 février, nous avons ce matin fait un listing dans lequel nous avons mis toutes les mesures que nous estimons très favorables, les mesures moins favorables et celles qui étaient oubliées. Mesures oubliées, pas pour longtemps. C'est en tout cas ce qu'a promis aujourd'hui Édouard Balladur. D'abord, un plan d'aide va être établi pour les propriétaires des bateaux de moins de 12 mètres. Ils n'avaient pas eu le droit aux exonérations de charges proposées aux plus gros bateaux en février. Ce devrait être chose faite dans quelques jours. L'autre promesse intéressera cette fois tous les marins-pêcheurs. L'État devrait débloquer dès la semaine prochaine de nouveaux crédits pour soutenir le marché. Un marché aujourd'hui plus sinistré que jamais, avec des cours toujours en baisse et plusieurs centaines de tonnes d'invendus.
Les sommes avancées pourraient donc permettre de garantir les prix, mais pour combien de temps? C'est donc une réforme de fond sur l'organisation du marché lui-même que souhaitent les pêcheurs, mais le gouvernement le reconnaît lui-même, il faudra lancer la concertation avec les autres pays européens, et cela ne se fera certainement pas en un jour. Avant de présider ce comité à Matignon, Édouard Balladur, accompagné du ministre concerné, Jean Puech, a visité le salon de l'agriculture, porte de Versailles, pendant près d'une heure et demie en faisant la tournée des plus beaux animaux du salon et des stands des provinces de France. Le Premier ministre a profité de cette visite pour revenir sur le contentieux commercial franco-américain en qualifiant de manquement aux règles du jeu du commerce international les menaces américaines de rétorsion contre les fromages ou les vins français, suite, vous le savez, au contrôle très rigoureux des importations américaines de poissons en France. Sur ce point, un accord préliminaire a été conclu hier soir entre Français et Américains, ce qui devrait permettre de calmer le jeu. 4 mois avant les célébrations du 50e anniversaire du débarquement en Normandie, petite polémique avec les révélations d'un quotidien allemand selon lequel le chancelier Helmut Kohl serait plutôt mécontent de ne pas avoir été invité. Le chancelier fédéral aurait donné comme instruction aux diplomates allemands le boycott pur et simple de toutes les cérémonies. Reportage sur les plages normandes, Philippe Boisserie, Clémence Gel. Pour moi, c'est pas leur place. Il y a eu trop de morts. Ils n'ont pas fait de cadeau quand même. Oui. Quand vous avez des gosses de 18 et 20 ans qui sont allongés, là, il y en a 2005 au cimetière américain, c'est quand même eux qui les ont tués au lance-flammes, c'est personne d'autre. À Arromanges, comme sur toutes les plages du débarquement, certains souvenirs sont difficiles à effacer des mémoires. Ici, le 6 juin 1944, l'histoire s'est écrite en lettres de sang. Une histoire soigneusement consignée à quelques kilomètres de là, au mémorial pour la paix de Caen. Le drapeau allemand y flotte au milieu des autres. Et les colloques d'historiens, eux, accueille tout le monde. Hans est allemand. Le 6 juin prochain, il sera dans son bureau. Ça me paraît naturel. C'est la commémoration de la libération du continent par ceux qui y ont contribué. Les Allemands n'en faisaient pas partie, bien sûr. Donc, il ne faut pas forcément leur présence. Paradoxe, beaucoup de Français ne sont pas d'accord et sont prêts à accueillir Helmut Kohl. D'abord, lui n'est pas nazi, et ensuite, de toute façon, officiellement, l'Allemagne a, entre guillemets, demandé pardon des erreurs commises par le gouvernement nazi. Donc, au contraire, il faut qu'elle y soit associée. Entre le respect des victimes et la nécessité de faire avancer l'histoire, le choix ne sera pas simple, mais les 50 millions de victimes entre 1939 et 1945 ne méritent pas une guerre de plus. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier soir à New York à l'unanimité une résolution demandant la levée du siège de Sarajevo et, à la demande expresse de la France, la nomination d'un administrateur civil qui devra s'occuper de la remise en état des services publics de la capitale bosniaque. État des lieux avec ce reportage de nos envoyés spéciaux Gilles Rabin, Roger Motte. Un rayon de soleil et Sarajevo prend un petit air d'autrefois quand cohabitaient ici traditions et modes de vie chrétiennes et musulmanes, slaves et turcs. Mais le soleil est rare et la ville assiégée n'est plus que plaie béante. Presque tous les bâtiments publics ont été bombardés et d'abord les plus anciens, ceux qui avaient une valeur historique. Bombardés et détruits les immeubles les plus modernes, symboles de la richesse passée de Sarajevo, symboles insolents aux yeux des montagnards des collines serbes. Détruits aussi, depuis le début du siège, les services indispensables à la survie d'une ville, ni eau, ni gaz, ni électricité, ni transport, ni voirie depuis 22 mois. La trêve a permis de rétablir là où c'était possible l'eau ou le gaz ou l'électricité sous la protection des casques bleus qui n'ont pas attendu la résolution de l'ONU. Après 2 semaines de réparation, un premier tramway devrait rouler de nouveau mardi prochain et ce sera une victoire presque aussi importante pour les assiégés que l'arrêt des bombardements. Mais c'est une ville entière qu'il faudra reconstruire et si jamais un jour des trains repartent de la gare, cela signifiera que le siège de la ville est terminé. Les Nations Unies vont tenter de redonner un visage à Sarajevo, c'est bien, mais restera l'essentiel, redonner une âme à cette ville, et là, même l'ONU ne pourra pas grand-chose. Sarajevo était un pont entre l'Occident et l'Orient, entre l'islam et les deux chrétientés, la romaine et l'orthodoxe, entre les cultures et entre les races. C'est ce que les Serbes voulaient détruire, et ils ont réussi.
Nouveaux attentats à Alger. Le directeur de l'école des Beaux-Arts, connu pour ses sentiments anti-intégristes, a été assassiné ainsi que son fils de 22 ans. Les deux hommes ont été tués par deux islamistes armés à l'intérieur même de l'école située au centre d'Alger. Quelques heures après, c'est un journaliste de la télévision algérienne qui était pris pour cible. Il est très grièvement blessé. Au total, la violence politique a fait 3700 morts depuis 2 ans en Algérie. La gauche israélienne organise ce soir une grande manifestation à Tel Aviv. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues pour réclamer le démantèlement des implantations juives dans les territoires occupés et le désarmement des colons. Reportage Olivier Lerner. Ce ne sont ni des bâtons, ni des épées, mais des bougies, tout simplement allumées en signe de paix. C'est la première manifestation d'envergure après le massacre de Hébron. Et c'est la gauche qui a mobilisé ses troupes. On voit quelques Arabes israéliens noyés dans la foule, une image plutôt rassurante pour la suite des événements. Il faut séparer les colons des Palestiniens, dit cet homme. Dans ces conditions, il n'y aura pas de revanche. Nous pouvons vivre ici et que la région soit prospère, mais sans extrémisme ni d'un côté ni de l'autre. J'ai effectivement terriblement honte de ce qui s'est passé, mais de nouveau, je ne pense pas qu'on puisse blâmer un pays entier à cause d'un acte extrémiste. Dans le pays où on a annoncé la résurrection des morts, on peut espérer que ce mort-là sera vivant demain, c'est-à-dire le processus. Parce que le processus est plus fort encore que cette main criminelle. Je crains la spirale de violence, je crains des débordements, je crains les fous, les fanatiques de debord. Je crois qu'il faut s'attendre à des moments comme celui-ci. Il faut espérer qu'ils seront peu nombreux et que la sagesse finira quand même par prévaloir. Selon la télévision israélienne, 100 000 personnes sont encore à l'heure actuelle dans les rues de Tel Aviv. Un chiffre important pour ce pays de 5 millions d'habitants. La société israélienne est profondément choquée par le massacre de Hébron, mais profondément divisée également. À droite, on ne peut pas entendre parler de démantèlement des colonies, ni de désarmement des colons. La gauche a marqué un point ce soir en réunissant plusieurs milliers de personnes à Tel Aviv. Apparemment, la lettre W ne porte guère chance aux présidents américains. Après le Watergate de Richard Nixon, Bill Clinton et sa femme Hillary s'enfoncent dans les marécages de l'affaire Whitewater, du nom d'un terrain acheté dans l'Arkansas par les Clinton au début des années 80. On reproche surtout à la Maison-Blanche d'avoir tout fait pour étouffer cette affaire que cette affaire elle-même. 6 proches collaborateurs de Bill Clinton ont reçu du FBI une citation à comparaître et le conseiller juridique de la Maison-Blanche vient d'annoncer tout à l'heure sa démission. Précision avec Jean-Marc Ilouz. Démissionnaire, ici à droite, Bernard Nussbaum, intime du président et surtout son tout-puissant conseiller en matière légale et constitutionnelle. Pour avoir mis son nez, malgré la sacro-sainte séparation des pouvoirs, dans une enquête de justice sur le passé du président, le voilà aujourd'hui, avec 5 autres membres de l'équipe Clinton, dont une proche de Hillary Clinton, cités à comparaître devant un jury fédéral par Robert Fisk, procureur spécial chargé d'enquêter sur la faillite dans les années 80 de cette caisse d'épargne de l'Arkansas. Question, le renflouement de cette caisse par l'État a-t-il illégalement permis de financer l'immobilière Whitewater, du nom de cette propriété constructible dans laquelle l'ex-gouverneur Clinton avait des intérêts? À l'époque, Hillary Clinton était l'avocat de la caisse d'épargne. L'investissement fut une catastrophe, mais aujourd'hui Bill Clinton, élu pour jouer les monsieur propres, est soupçonné seulement d'avoir privilégié ses intérêts d'actionnaire avec l'aide de son épouse. Même si aucune charge ne pèse sur le président des États-Unis dans l'affaire immobilière, beaucoup plus grave, voilà désormais la Maison-Blanche soupçonnée d'avoir cherché à entraver l'action de la justice. Alors, pour cacher quoi? Sans une réponse rapide, cette question risque de paralyser la présidence Clinton. Une maladie neurologique jusqu'à présent réputée incurable va peut-être pouvoir bénéficier des recherches de médecins français. La maladie de Charcot, dont a été atteint entre autres l'acteur David Niven, provoque des paralysies irréversibles. Mais les premiers résultats des tests d'un médicament appelé Rifudzol permet d'espérer que pour les malades, les choses vont peut-être bientôt changer. Reportage Jean-Daniel Flézaquier, Michel Gianoulatos. Depuis 3 ans, la main droite de Vincent Guinard perd peu à peu ses fonctions. Tout cela à cause de la maladie de Charcot, une affection qui touche toutes les connexions nerveuses qui vont du cerveau de Vincent jusqu'aux muscles de sa main. Ces connexions se détruisent progressivement et les gestes de la vie courante se compliquent d'autant.
Maintenant, de plus en plus, si j'ai un chèque à faire, je demande à mon interlocuteur de libeller le chèque et je me contente de le signer parce que j'ai de plus en plus de mal à écrire. Depuis un an, Vincent fait partie d'un essai thérapeutique. On évalue sur 1000 malades les effets d'un médicament, le Rifusol. Une première étude a apporté un peu d'espoir, mais les médecins veulent aller encore plus loin, car ils ne veulent prendre aucun risque face à cette maladie, dont le pronostic jusque-là était très sombre. Actuellement, nous cherchons pour le moment, encore une fois, à ralentir et, si possible, arrêter le processus de la maladie. Mais nous n'en sommes actuellement qu'à espérer au mieux un ralentissement en agissant, encore une fois, sur les mécanismes les plus connus de la maladie. Pour cette évaluation, on est obligé de donner à un quart des patients une substance neutre qu'on appelle un placebo. Dans mon esprit, je ne peux pas croire que je reçois un placebo. Je suis persuadé d'être traité. Alors peut-être qu'intellectuellement, ça me fait du bien aussi. Dans un an, l'étude sera terminée. Face à cette maladie jusque-là incurable, on saura peut-être si, grâce au Rifusol, on est enfin sur la bonne voie. Rien ne va plus entre le CSA et Fun Radio. Les sages du Conseil supérieur de l'audiovisuel menacent en effet de couper l'antenne de cette radio FM parisienne qui diffuse chaque soir de la semaine Lovic Fun, une émission très écoutée qui, comme son nom l'indique, parle aux ados de l'amour, mais avec une liberté de ton absolue qui choque quelques chastes oreilles. Du côté de la direction de la radio, on crie à la censure absurde. Reportage Patricia Charnelet, Dominique Poupardin. Mobilisation cet après-midi des jeunes auditeurs de Fun Radio. Ils ne veulent pas que le CSA touche à leur émission diffusée le soir. Son nom, Lovin Fun. On y parle beaucoup de sexualité, mais pas seulement. Le langage y est direct et même souvent très cru. Le CSA dénonce les dérapages et les propos outranciers de l'animateur. Il demande que les témoignages des auditeurs ne soient plus diffusés en direct et que la sexualité soit traitée uniquement par le médecin attaché à l'émission. Pas question, répond Fun Radio. On est dans un pays de liberté, on est même le berceau de la liberté, et les gens veulent parler librement, on ne peut pas les empêcher de faire ça, c'est difficile. Même réaction des adolescents, choqués qu'on puisse les empêcher de témoigner en direct. On pouvait s'exprimer dans l'émission, et puis on n'a plus le droit à rien, pour l'instant on nous supprime tout, et je trouve ça dégoûtant. Mais déjà on n'a plus le droit de parler anglais, enfin à la radio, ils ont même plus le droit de dire quitte et tout, enfin c'est vraiment... Là, je sais pas ce qu'ils font. Alors on veut se battre, on veut qu'on gagne. On espère que le CSA nous verra et nous comprendra. Sale fin de semaine, pour ne pas dire week-end, pour les truites. C'était aujourd'hui l'ouverture de la pêche à la truite dans la grande majorité des départements français. Un événement qui concerne tout de même près d'1,5 million de mordus, notamment en Ariège, qui a la chance de compter 2500 km de rivières de première catégorie. Reportage d'Isabelle de Lyon et Olivier Combes. Après la nuit du chasseur, voici la nuit des pêcheurs. L'ouverture, c'est du sport. Dès la veille, le long de l'Ariège, ils ont occupé le terrain. 6h15. On a marqué le... Là, ici, on a mis une corde tout le long. On a mis des bâtons pour faire voir que c'est réservé. Vous comprenez? Alors, si les gens ils viennent nous prendre la place, on les prend, boum, à l'eau. Nuit noire. Chacun s'est posté devant son remous de rivière, repéré plusieurs jours auparavant. Les cannes démangent les doigts, mais il faut attendre l'heure légale pour lancer les lignes. Bon, monsieur, il est 6h56, précisément même 57. La pêche est ouverte depuis 1 minute. Oui, elle est ouverte depuis 1 minute, mais enfin, il fait pas quand même assez jour encore pour pouvoir commencer. Voilà, on a 5 ou 10 minutes, le jour sera un peu plus clair. Le jour révèle l'invasion des rivières. En Ariège, ils sont 12 000 titulaires de cartes de pêche, mais les passionnés affluent des départements voisins. Vous regardez pêcher un peu les autres? Oui, un peu. Et alors? Alors, je sens qu'on va tout ranger et aller à la maison, on sera aussi bien. Pourquoi? Le monde qu'il y a. 2 tonnes de truites élevées en pisciculture ont été déversées dans les cours d'eau ariégeois, pour que les pêcheurs moins doués ne rentrent pas bredouilles. Les plus avertis cherchent la difficulté dans les torrents, la truite sauvage. 18. Et la maille cette année est à combien? 20. Cette année elle est à 20 dans le vide de seau. Donc on la remet à l'eau. Dans des eaux plus calmes, ceux-ci ont rempli leur panier.
Il y en a combien là? 2, 4, 6, 8? 8 et 3 ou 4 de l'autre. Ouais. Alors vous avez fait carton plein. On a fait une bonne ouverture, oui. On est très contents de nous. Début mars, les eaux sont très froides, les truites se cachent, il en reste pour ceux qui ont raté l'ouverture. Autre reportage bucolique, celui d'Antoine Cormery et de Luc Bachofen, consacré à un agriculteur multicarte qui a transformé sa ferme près d'Angers en un mini-centre aéré pour éveiller les jeunes citadins aux joies de la nature. Jean-Luc Pinault est un agriculteur pas tout à fait comme les autres. Voilà 3 ans qu'il a diversifié les activités de sa ferme, 35 hectares à une vingtaine de kilomètres d'Angers. Du tracteur à la crêpe, c'est aujourd'hui un véritable paysan multicarte. Une beurre sucre et une chocolat. En fait, je suis un agriculteur, mais je suis aussi en même temps quelqu'un qui fait de l'animation, quelqu'un qui fait de la restauration, quelqu'un qui fait de l'accueil. Et donc, bon, à ma connaissance, il n'y a encore pas de terme qui définisse ce type de métier. Je crois qu'il est à inventer. Tous les mercredis et pendant les vacances, avec tous les membres de l'association qu'il a créée, il accueille des enfants en centre aéré pour les initier à la vie de la ferme. Oh, il faut compter pour les gros cochons comme ça, enfin les moyens, ça fait à peu près 2,5 kg. Mets-le dans la petite. 2,5 kg d'aliments, à peu près. Et qu'est-ce que tu fais là exactement? J'essaie de faire sortir le lait de ta tétine. Ah, et comment on appelle ça quand on fait sortir le lait d'une tétine? Je sais pas. On traite. Traire. Le fait de réussir à combiner ce type d'activité, ça permet de créer de l'activité économique et de participer en fait à dynamiser la région. Aujourd'hui, le pari de départ est en passe d'être gagné. L'entreprise est rentable. 11 emplois ont été créés sur la ferme Saint-Martin à Soulaines-sur-Aubance. Et l'an dernier, 18 000 personnes sont venues y redécouvrir les charmes du terroir. Alors que la situation en Algérie ne prête guère à l'optimisme, c'est le moins que l'on puisse dire. Khaled triomphe actuellement en France, mais aussi dans de très nombreux pays étrangers. Il vient, je vous le rappelle, de recevoir le César pour la bande originale de 1, 2, 3 Soleil, le film de Bertrand Blier. Khaled et son rail célébrant résolument l'amour et la vie, cette profession de foi épicurienne agace passablement les intégristes des deux côtés de la Méditerranée. Mais le chanteur n'est pas du tout décidé à changer, comme l'ont constaté Louis Carzou et Bernard Puissesseau. À l'heure où les effluves de Chorba, la soupe épicée d'Algérie, sonnent la pause du ramadan, à l'heure où les amis, la maman s'impatiente, Toujours en retard. même en retard, c'est à cet instant que Khaled commence sa journée, entre jeûne et répétition, fidèle à ses racines comme à son art. Conscient des marches déjà gravies, album d'or, tournée mondiale, César tout frais, qu'importe, c'est avec ses pauses intimes que Khaled reprend son souffle. Viscéralement attaché à cette vie simple, Khaled chante les jeux de l'amour, la fuite, de l'ivresse, toutes ces petites révolutions individuelles qui se moquent des slogans et des dogmes et qui le rendent si proche de son public. Heureusement que je ne suis pas né un politicien, je dors mal. Là, je dors super bien parce que je suis un artiste, je suis un type qui se défoule sur scène comme de tas de gens qui sont là, qui me regardent. Moi, je me mets à leur place. Moi, quand je monte sur scène, je suis dans le public, hein, je ne suis pas sur le stage, enfin sur la scène. Et si les paroles vous échappent, Khaled est même capable de vous faire un sourire en musique. Je la chante en oriental, là, tu vois. La 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 la. Je vois la vie en rose, je la vois toujours en rose, la vie. Toute cette semaine, Paris est la capitale mondiale de la mode avec quelques 70 couturiers et créateurs venus des 5 continents ou presque qui présentent depuis hier leur collection prêt-à-porter féminin pour l'hiver prochain sous les yeux ébahis d'environ 1800 journalistes dont Marie-Josée Le Picard. Au programme ce soir, John Galliano et Mario Chanet. Les jambes des mannequins ou leur chapeau. Quand le Britannique John Galliano montre sa mode, on ne sait vraiment pas ce qu'il faut le plus regarder. Si la brièveté des vestes vous effarouche, madame, vous pouvez toujours rajouter un bout de jupe.
Ou choisir un impeccable tailleur pantalon en satin noir, brillant comme une peau mouillée. Chapeau comme pour un parasol de papier, satin noir encore pour un kimono court. Et admirez les alliances de couleurs, pastel rose dragé et jaune pâle. Vêtements flottants, vêtements à géométrie variable, chez Mario Chanel, les femmes enroulent, croisent, nouent les pans du manteau qui s'ajustent à la demande pour dessiner finalement une ligne toute simple. Pour le boléro qui réchauffe la jaquette croisée, il faut de l'aide. Michel aide le mannequin à endosser les manches. Olivier noue dans le dos le col géant. Apparemment, là, il faut qu'une femme ait au moins une femme de chambre ou un amant. Et la mini-robe qui montre les jambes devient en 2 tours de lacet un fourreau classique d'inspiration grecque, pratiquement ajustable en plusieurs tailles. Une collection inventive et actuelle, une mode vraiment pensée pour du prêt-à-porter. Voilà, avant de vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de nos programmes, ces 2 informations en provenance des États-Unis. Tout d'abord, Tiffany, ce chat dont nous avons parlé hier soir, retrouvé vivant après avoir passé 40 jours dans un débarras à cause du tremblement de terre de Los Angeles. Ce chat n'a finalement pas survécu, il est mort de malnutrition malgré les perfusions du vétérinaire. Autre information en provenance de Washington, le chef français, bien sûr, des cuisines de la Maison-Blanche vient de rendre son tablier au couple présidentiel, indiquant que son départ était motivé, je cite, par un différend dans le concept de cuisine. Il semble en fait que Bill Clinton apprécie surtout les hamburgers et son épouse Hillary les pizzas, ce qui a même de quoi frustrer un maître queux. Restons dans la cuisine pour souhaiter une bonne fête aux olives. Après Taratata avec Julien Clerc, le dernier journal vers minuit 15 en compagnie de Philippe Lefebvre. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet. Rendez-vous demain 13h et 20h. Excellente soirée, merci.